Les héritiers de la Terre, l'humanité, refusent de s'agenouiller. Prologue. La chute. En 2745, planète Terre, dernier jour. Le ciel brûlait. Sarachen leva les yeux vers les nuées écarlates qui déchiraient l'atmosphère. Des milliers de vaisseaux de guerre Kazan descendaient comme une nuée de sauterelles mécaniques, crachant le feu sur les dernières villes debout. New Beijing n'était plus qu'un brasier. Londres, un cratère fumant. Tokyo, une plaine de verre fondu. « Maman !» hurla la petite voix derrière elle. Sarah se retourna, serra contre elle la petite fille de 7 ans dont les yeux reflétaient l'incendie du monde. Autour d'elle, dans l'abri souterrain du commandement unifié, les écrans affichaient la même réalité implacable. L'humanité perdait. Non, elle avait déjà perdu. Tous les secteurs rapportent des pertes totales, annonça le général Volkov d'une voix brisée. Nous sommes les derniers. Sur l'écran central apparut le visage qui hantait les cauchemars de la Terre depuis 20 ans. Le souverain primordial de l'Empire Kazan, une créature insectoïde aux yeux multiples, dont la carapace chitineuse scintillait sous les lumières de son vaisseau mère. « Peuple de Terra !» siffla la voix traduite par les machines. « Votre résistance est admirable mais futile. 37 civilisations ont accepté leur place. Pourquoi vous obstinez-vous? Rendez-vous. Servez. Vivez. » Le président Martinez, le visage couvert de sang séché, s'approcha du communicateur. Ses mains tremblaient, mais sa voix ne flancha pas. Parce que nous sommes humains, et que les humains ne s'agenouillent pas. Il coupa la transmission et se tourna vers l'assemblée des derniers dirigeants de la Terre. Protocole exode définitif. Activez-le. Sarah sentit son cœur glacé. Elle connaissait ce protocole. Tout le monde le connaissait. C'était l'ultime carte, détruire la Terre elle-même plutôt que de la laisser tomber entre leurs griffes. Les 3 colonies lointaines, Aube Nouvelle, Horizon Libre et Espérance, étaient trop éloignées, trop insignifiantes pour être détectées. Elles survivraient, elles se souviendraient. « Que nos enfants sachent que nous avons choisi la dignité », murmura Martinez en entrant le code. L'alerte résonna, 15 minutes avant la détonation planétaire. Sarah regarda la petite fille dans ses bras. « Cours, ma chérie, va au vaisseau d'évacuation. Et toi? Je reste, mais toi, tu porteras notre histoire, promets-le-moi. » Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Alors que la dernière navette s'arrachait du sol, Sarachen se tint aux côtés de millions d'humains qui avaient fait le même choix. Rester, résister, jusqu'au bout. Et quand la Terre explosa dans un brasier de lumière blanche, son cri de défiance résonna jusqu'aux étoiles. Jamais. Chapitre 1. Première rencontre. En 2947, station Aube Nouvelle, grand amphithéâtre. Elias la vit avant même qu'elle entre dans la salle. Ou plutôt, il sentit sa présence, comme un changement de pression atmosphérique, une électricité dans l'air. Puis elle apparut, traversant l'amphithéâtre bondé avec une grâce féline qui captait tous les regards. Maya Reyes, commandante de l'ouragan, légende vivante et la femme la plus dangereusement belle qu'Elias ait jamais vue. Elle portait son uniforme noir et argent comme une seconde peau. Chaque mouvement révélait la puissance contenue dans ce corps d'athlète, muscles définis sous le tissu moulant, démarche assurée de prédateur. Ses longs cheveux noirs cascadaient librement sur ses épaules, contrairement aux stricts chenions réglementaires, comme si elle se fichait des conventions. Leurs regards se croisèrent. Elias sentit son souffle se bloquer. Les yeux de Maya étaient d'un noir absolu, insondable, avec des paillettes dorées qui attrapaient la lumière. Elle le fixa pendant 3 secondes interminables, le jaugeant, l'évaluant, le déshabillant presque de regard. Puis elle détourna les yeux et prit sa place parmi les autres capitaines. Elias réalisa qu'il avait retenu son souffle. « Ferme la bouche, tu baves », murmura Noah à côté de lui, un sourire moqueur aux lèvres. « Tu l'as dévoré des yeux, tout le monde l'a vu. » Elias sentit ses joues chauffer. « C'est la commandante Reyes, je la regardais professionnellement. » « Bien sûr, » Noah ricana. « Et moi je suis l'empereur de Jupiter. » Le grand amphithéâtre d'Aube Nouvelle était une merveille architecturale,
une sphère transparente flottant dans le vide, offrant une vue à 360 degrés sur l'espace infini. Elias pénétra dans la salle déjà bondée de milliers de personnes. Officiers militaires, scientifiques, ingénieurs, diplomates, l'élite des 3 colonies réunies. Au centre de la sphère, sur une plateforme holographique, se tenait la grande amirale Nora Petrov, une femme de 60 ans au regard d'acier. À ses côtés, les 5 autres capitaines, le vétéran stoïque Damien Cross, l'ingénieure audacieuse Yuki Tanaka, le stratège calculateur Marcus Webb et Maya. Durant toute la présentation de l'amiral Petrov, Elias ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil vers Maya. Elle se tenait droite, concentrée, mais il surprenait parfois son regard dérivant vers lui. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, une décharge électrique parcourait son échine. « Qu'est-ce qui m'arrive » pensa-t-il. « Je me comporte comme un adolescent. »« Citoyen de l'humanité » commença Petrov, sa voix amplifiée résonnant dans la sphère. « Il y a 202 ans, nos ancêtres ont fait le sacrifice ultime. Ils ont refusé l'esclavage. Ils ont choisi l'extinction. Mais ils nous ont laissé un héritage, la liberté, et avec elle une question. » L'hologramme derrière elle s'illumina, affichant une carte stellaire. Au centre brillait un point bleu pâle, la Terre. Sommes-nous vraiment seuls? Un silence absolu s'abattit sur l'amphithéâtre. Nous savons que l'Empire Kazan contrôlait 37 civilisations. Nous savons qu'ils ont annihilé notre monde. Mais que s'est-il passé depuis? Sont-ils toujours là? Les peuples asservis se sont-ils libérés ou servent-ils encore? Petrov marqua une pause, laissant les questions planer. La mission Exode 2 a pour objectif de répondre à ces questions. 5 vaisseaux, 150 personnes, 6 mois de voyage. Vous explorerez le système solaire, évaluerez l'état de la Terre et établirez un premier contact avec toute forme d'intelligence que vous rencontrerez. Elle se tourna vers les 5 capitaines. Capitaine Verne, commandante Reyes, capitaine Cross, capitaine Tanaka, capitaine Webb. Vous êtes nos yeux et nos oreilles, vous êtes nos ambassadeurs, et si nécessaire, vous êtes nos guerriers. L'hologramme changea, affichant les 5 vaisseaux amarrés aux quais orbitaux. Le Phénix d'Elias était un croiseur d'exploration, élégant et rapide. L'ouragan de Maya, un cuirassé de bataille hérissé d'armes. Le Titan de Cross, un vaisseau forteresse massif. Le Prométhée de Tanaka, un laboratoire volant. Et le stratège de Webb, un navire de commandement et de renseignement. Vous partez à 72 heures, conclut Petrov. Que la Terre vous guide. Après l'assemblée, Elias se dirigea vers les quais d'amarrage, essayant de chasser Maya de ses pensées. Il avait un vaisseau à préparer, une mission historique devant lui. Pas le temps pour des distractions. Même des distractions aux yeux de braise et aux courbes assassines. Capitaine Verne. La voix le fit se retourner brusquement. Maya se tenait à 3 mètres de lui, seule dans le couloir. La lumière tamisée créait des ombres sur son visage, accentuant ses pommettes hautes et ses lèvres pleines. Commandante Reyes. Il fut surpris du calme de sa propre voix. Elle approcha, lentement, chaque pas délibéré, comme un félin approchant sa proie. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre, assez près pour qu'il sente son parfum, quelque chose d'épicé, de musqué, d'ennuyant. L'amiral veut que nous synchronisions nos protocoles. Sa voix était grave, rauque, le genre de voix qui donnait des frissons. « Bien sûr, » engagea Elias. « Vous voulez que nous fassions ça quand ?»« Maintenant. » Elle s'approcha encore. « Vos quartiers ou les miens ?» La question était innocente, professionnelle, mais la façon dont elle la posa, l'intensité de son regard, la légère inclinaison de sa tête, Elias déglutit. « Les miens sont plus proches. »« Parfait. » Un fantôme de sourire joua sur ses lèvres. « Montrez-moi le chemin, capitaine. » Chapitre 2. Ombre et secret. Année 2947. Quartier d'Elias, nuit. L'espace était confiné. Ces quartiers n'étaient pas conçus pour recevoir des invités. Un lit étroit, un bureau encombré, un hublot donnant sur l'espace infini. Maya entra, et soudain, la pièce sembla rétrécir encore plus. « Confortable » dit-elle en regardant autour d'elle. Ses yeux s'attardèrent sur le lit défait. « Vous ne faites pas votre lit, capitaine ?»« J'ai été occupé. »
Elle passa un doigt sur le bureau, ramassant de la poussière imaginaire. Les protocoles, donc. Elias activa son terminal, affichant des schémas tactiques. Mais il avait du mal à se concentrer. Maya s'était penchée sur le bureau à côté de lui, si proche que son épaule frôlait sa vienne. La chaleur de son corps irradiait à travers le tissu de l'uniforme. « L'ouragan prendra la tête », dit-elle, pointant l'écran. « Formation Delta, vous ici. » Son doigt glissa sur le schéma, juste derrière moi. « Toujours derrière vous ?» Elias essaya de plaisanter. Elle tourna la tête vers lui. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Vous préféreriez être devant moi, capitaine ?» La question était chargée de sous-entendus. Elias sentit sa bouche devenir sèche. « Je préférerais être à vos côtés. » Quelque chose s'alluma dans les yeux de Maya, quelque chose de dangereux et excitant. Intéressant. Elle se redressa, créant une distance. Mais les côtés sont vulnérables, trop exposés. Pas si nous nous protégeons mutuellement. Maya le regarda longuement. Vous faites confiance facilement, Verne. Ce n'est pas toujours une qualité dans notre métier. La confiance doit bien commencer quelque part. Et si je vous trahissais, si j'utilisais cette confiance contre vous? Elias soutint son regard. Alors j'aurais fait une erreur de jugement. Mais je ne pense pas que vous soyez ce genre de personne. Vous ne me connaissez pas. Pas encore. Il fit un pas vers elle. Mais j'aimerais. Le silence s'étira entre eux, chargé d'électricité. Maya ne reculait pas. Elle le défiait du regard, comme si elle testait sa résolution. « Vous jouez avec le feu, capitaine », murmura-t-elle. « Peut-être que j'aime la chaleur. » Les lèvres de Maya s'incurvèrent en un sourire lent, sensuel. « Faites attention, vous pourriez vous brûler. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sur le seuil. « Demain soir, 20h, pont d'observation niveau 12. » Elle regarda par-dessus son épaule. « Portez quelque chose de moins formel. » « C'est un rendez-vous ?»« C'est une reconnaissance du terrain. » Son sourire s'élargit, tactiquement parlant. Elle disparut dans le couloir, laissant derrière elle son parfum et une promesse non formulée. Elias s'effondra sur son lit, le cœur battant à tout rompre. « Mon Dieu !» murmura-t-il dans le vide. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» Cette nuit-là, Elias ne parvint pas à dormir. Il se tenait devant le hublot de ses quartiers, observant la station Aube Nouvelle qui tournait lentement sur elle-même. Quelque part là-bas, dans une des 3 colonies, vivait un demi-million d'humains. Tous les descendants des survivants, tous portant la mémoire de la Terre. Et lui, Elias Verne, petit-fils d'un ingénieur ayant fui dans la dernière navette, allait rentrer à la maison, même si cette maison n'existait peut-être plus. Son terminal personnel vibra. Un message anonyme. La Terre se souvient, les morts aussi. Soyez prudent, capitaine Verne, car vous n'êtes pas les seuls à revenir. Elias sentit un frisson glacé parcourir son échine. Qui savait déjà qu'il partait, et surtout, qui d'autre revenait vers la Terre? Chapitre 3. Le départ. Année 2947. Quais orbitaux d'Aube Nouvelle. Jour J. Tous les systèmes sont verts, capitaine, annonça Noah du poste de pilotage. Elias s'installa dans son fauteuil de commandement, au centre de la passerelle du Phénix. Autour de lui, son équipage de pont s'affairait. Officier tactique, officier scientifique, officier de communication, navigateur. 30 âmes dont il était désormais responsable. Connexion avec la flotte établie, dit Lina Park, son officier de communication. Une jeune femme d'origine coréenne, aux cheveux courts et aux doigts volants sur les interfaces holographiques. L'ouragan, le Titan, le Prométhéeus et le Stratège rapportent leur statut opérationnel. Sur l'écran principal, les 4 autres vaisseaux apparurent en formation. L'ouragan de Maya brillait de 1000 feux, ses canons plasma déjà déployés. Le Titan de Cross était une montagne d'acier. Le Prométhéeus de Yuki Tanaka ressemblait à une méduse mécanique avec ses multiples modules scientifiques. Et le Stratège de Webb. Elias fronça les sourcils. Le vaisseau était étrangement lisse, presque furtif, sans aspérités apparentes. « Transmission de l'amirante Petrov », annonça Lina. Le visage de la grande amirale apparut. « Capitaine, en ce jour, vous accomplissez ce dont l'humanité rêve depuis 2 siècles. Vous rentrez à la maison. » Sa voix était solennelle. « Mais n'oubliez jamais, vous êtes nos ambassadeurs, nos explorateurs et nos guerriers si nécessaire.
que la Terre vous protège. Petrov, terminé. L'écran redevint noir. La commandante Reyes prend la parole, dit Lima. Le visage de Maya apparut, multiplié sur les 5 écrans de chaque vaisseau. Formation Delta, l'ouragan en tête, Phénix à bord, Titan à tribord, Prométhéeus et Stratège en arrière-garde. Vitesse subliminale maximale jusqu'à la sortie du système. Ensuite, nous activerons les moteurs de distorsion. Silence radio absolu, sauf urgence. À mon signal, envoi. Les 5 vaisseaux s'ébranlèrent comme un seul organisme. Le Phénix vibra, tandis que ses moteurs subliminaux s'allumèrent, projetant une lumière bleue éblouissante. Par les hublots, Elias vit la station Aube Nouvelle rapetissir rapidement. Un demi-million de visages les regardaient partir. « Distance de sécurité atteinte », annonça le navigateur. « Nous pouvons activer la distorsion. Attendez mon signal. » Il regarda une dernière fois la station. Quelque part là-bas, dans une des unités d'habitation, se trouvait sa mère. Elle avait pleuré quand il lui avait annoncé sa sélection. Elle avait perdu son père dans un accident de chantier spatial 10 ans plus tôt. Elle ne voulait pas perdre son fils dans les étoiles. Mais Elias avait fait un choix, comme ses ancêtres avant lui. Activer la distorsion. L'espace se tordit, les étoiles s'étirèrent en filaments de lumière, et soudain, le Phénix et ses 4 compagnons bondirent en avant, propulsés à des vitesses défiant les lois classiques de la physique. Direction, la Terre. 3 semaines plus tard, espace interstellaire d'Ifan. Le voyage était long, monotone. Les 5 vaisseaux glissaient dans le néant en formation serrée, leur moteur de distorsion créant une bulle de réalité altérée autour d'eux. Elias passait ses journées à réviser les protocoles, à s'entraîner dans la salle de simulation, à connaître chaque membre de son équipage. Noah était devenu bien plus qu'un second, un véritable ami. Lina Park révélait un sens de l'humour mordant qui détendait l'atmosphère. Le docteur Adrien Rousseau, son médecin en chef et xénobiologiste, était un homme énigmatique qui parlait peu mais observait tout. Mais les nuits étaient difficiles, car chaque nuit, Elias rêvait de la Terre, et dans ses rêves, la Terre brûlait. « Capitaine, vous devriez voir ça !» La voix de Lina le tira de ses pensées. Il était dans ses quartiers, tentant de lire un vieux roman pré-chute sauvegardé dans les archives. « J'arrive !» Sur la passerelle, l'atmosphère était tendue. Lina pointait l'écran principal. « Nous captons des transmissions, très faibles mais présentes. D'où ? Du système solaire, à environ 2 semaines-lumière devant nous. » Le cœur d'Elias bondit. « Quelle langue ? » ?»« C'est ça le problème, capitaine, » dit Lina en tapant sur sa console. « Ce n'est pas anglais, ni mandarin, ni russe, ni espagnol, ce n'est pas humain. » Un grésillement emplit la passerelle. Puis une voix, si l'on peut appeler ça une voix, résonna. Des cliquetis, des sifflements, des harmoniques étranges qui faisaient vibrer les tympans. « Les Kahazan » murmura Noah. Elias serra les accoudoirs de son fauteuil. « Transmettez immédiatement aux autres vaisseaux et préparez les armes. »« Capitaine » intervint le docteur Rousseau depuis son poste scientifique. « Je détecte autre chose, des épaves, des centaines d'épaves en orbite autour de... » « Attendez. Quoi ?» Le visage du médecin était livide. Des vaisseaux Kahazan détruits, dérivant dans le vide depuis des décennies d'après la dégradation des métaux. Un silence de mort s'abattit sur la passerelle. « Quelqu'un a combattu les Kahazan, dit Elias lentement. Quelqu'un les a vaincus. Ou quelque chose, ajouta Rousseau. Transmission de l'ouragan, annonça Lina. Maya apparut à l'écran. Son visage était dur, déterminé. Tous les capitaines, écoutez-moi bien. Nous ralentissons. Formation de combat, bouclier au maximum, armes chargées, nous entrons en mode furtif dès que nous atteignons les limites du système solaire. Nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas, mais une chose est sûre, marqua-t-elle une pause théâtrale, ce n'est plus notre terre. C'est devenu un champ de combat, et nous devons découvrir qui a gagné. Chapitre 4. Reconnaissance. En 2947, pont d'observation niveau 12, 2 heures de soir. Elias arriva 5 minutes en avance, vêtu d'un simple pantalon noir et d'une chemise grise. Pas d'insigne, pas d'uniforme, juste lui. Le pont d'observation était désert. Une immense baie vitrée donnait sur l'espace, les étoiles scintillant dans le vide infini. Quelques sièges confortables étaient dispersés dans la pénombre.
Vous êtes ponctuel. Il se retourna. Maya émergea de l'ombre. Et Elias sentit son cœur s'arrêter. Elle ne portait pas son uniforme. À la place, une robe simple, noire, qui épousait ses courbes avec une perfection dévastatrice. Ses cheveux tombaient librement, encadrant son visage. Ses lèvres étaient teintées d'un rouge sombre. Elle était à couper le souffle. Vous, Elias chercha ses mots, vous êtes magnifique. Je sais, pas de fausse modestie, juste un constat. Vous n'êtes pas mal non plus, sans l'uniforme vous avez l'air humain. Je suis humain. Nous verrons. Elle s'approcha, prit 2 verres posés sur une table basse, du vin, récupéré des archives pré-chute, millésime 2687. Comment avez-vous... J'ai mes contacts. Elle lui tendit un verre, leurs doigts se frôlant. À quoi buvons-nous? À l'inconnu? Trop vague. Maya leva son verre. À nous, qui que nous soyons, quoi que nous devenions. Ils trinquèrent. Le vin était exquis, velouté, avec des notes de fruits rouges. Ils s'assirent côte à côte sur un canapé face aux étoiles, pas trop près, mais pas trop loin non plus. Une distance calculée, chargée de possibilités. « Parlez-moi de vous, » dit Maya, « le vrai vous, pas le capitaine Verne, pas le petit-fils d'ingénieur héroïque, juste Elias. » Elias but une gorgée, réfléchissant. « Je suis quelqu'un qui a passé sa vie à rêver d'un endroit qu'il n'a jamais vu, la Terre. C'était une obsession. Chaque nuit, je la voyais en rêve, bleue, verte, vivante. Et maintenant que vous êtes si proche de la voir, j'ai peur. » Il la regarda. Peur qu'elle soit décevante, peur qu'elle soit tout ce que j'espérais, peur de ne pas être à la hauteur. Maya hocha lentement la tête. Je comprends. J'ai passé ma vie à me préparer au combat, à être la meilleure, la plus forte, la plus impitoyable. Mais parfois, la nuit, je me demande, qui suis-je sans l'uniforme, sans les armes, sans la réputation? Vous êtes Maya, dit Elias doucement. C'est suffisant. Vous ne me connaissez pas assez pour dire ça. Alors, laissez-moi vous connaître. Maya posa son verre. Vous savez ce qui va se passer si nous faisons ça, n'est-ce pas? Quoi? Nous allons tomber amoureux. Elle le dit comme un fait, pas comme une question. Et ça va compliquer tout. La mission, nos responsabilités, nos vies. Peut-être. Pas peut-être. Certainement. Elle s'approcha. Et quand un de nous mourra, parce que c'est ce qui arrive dans notre métier, l'autre sera brisé. Alors nous ferons tout pour ne pas mourir. C'est naïf. C'est de l'espoir. Elias posa sa main sur la sienne. Maya, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est de la folie, mais... Il marqua une pause, cherchant les bons mots. Mais, depuis que je vous ai vu, je ne peux penser à rien d'autre. Vous me hantez les pensées. Votre voix résonne dans ma tête. Et je sais que c'est stupide, que c'est irrationnel, mais... Mais quoi? Murmura-t-elle, si proche qu'il sentait son souffle sur ses lèvres. Mais je pense que ça vaut le risque. Maya ferma les yeux un instant. Quand elle les ouvrit, ils brillaient d'une émotion brute. Vous êtes dangereux, Elias Verne. Pourquoi? Parce que vous me faites croire. Sa main vint caresser sa joue. Et croire est la chose la plus dangereuse qu'un soldat puisse faire. Alors, arrêtez d'être un soldat. Il posa sa main sur sa taille. Juste pour ce soir, soyez juste Maya. D'accord. Elle se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. Mais si je suis juste Maya, alors vous devez être prêt à tout ce qui vient avec. C'est-à-dire? Elle recula légèrement, le regardant dans les yeux. Tout. Puis elle l'embrassa. Ce n'était pas le bisou prudent, exploratoire d'un premier rendez-vous. C'était affamé, désespéré, comme si elle essayait de le dévorer. Ses lèvres étaient douces et exigeantes à la fois. Ses mains s'enfouirent dans ses cheveux, l'attirant plus près. Elias répondit avec la même intensité, sa main remontant le long de son dos, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de la robe. Elle gémit doucement contre sa bouche, et ce son faillit le rendre fou. Ils se séparèrent, haletants. « Waouh » murmura Elias. « Waouh » répéta Maya.
ses yeux brillants de désir. C'était incroyable, terrifiant. Les deux. Ils restèrent là, front l'un contre l'autre, leur respiration se mêlant. « Nous ne pouvons pas faire ça ici, » murmura Maya, « pas sur le pont d'observation où n'importe qui peut entrer. »« Mes quartiers ? Trop petits. » Elle sourit. « Les miens, j'ai une suite de commandantes, plus d'espace, plus d'intimité. »« C'est une invitation ? C'est un ordre. » Elle se leva, lui tendant la main. « Sauf si vous avez peur, capitaine. » Elias prit sa main, se levant à son tour. « J'ai terreur. » « Bien. » Elle l'attira contre elle, son corps pressé contre le sien. « La peur vous garde vivant. » Elle l'embrassa à nouveau, lentement cette fois, savourant chaque seconde. Puis elle le prit par la main et l'entraîna hors du pont d'observation, vers ses quartiers, vers l'inconnu, vers quelque chose qui changerait tout. Chapitre 5. Intimité et premiers signaux. En 2947, quartier de Maya, 21h30. Les quartiers de la commandante étaient effectivement plus spacieux. Un vrai salon, une chambre séparée, des œuvres d'art au mur, mais Elias ne vit rien de tout ça. Il ne voyait que Maya. Elle ferma la porte derrière eux, activant le brouilleur d'intimité. La lumière tamisée créait une atmosphère enveloppante. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-elle. Le tutoiement était venu naturellement. « Non. » Elias s'approcha d'elle. « Je ne veux juste toi. » Les yeux de Maya s'assombrirent. « Sois sûr de ce que tu demandes. » Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Elle sourit. Puis sa main attrapa le col de sa chemise et l'attira brusquement contre elle. « Alors arrête de parler. » Leur baiser fut explosif. Des mois de tension, de dangers partagés, de regards volés culminaient enfin. Mains explorant, corps se pressant, respiration haletante. Ils trébuchèrent jusqu'à la chambre, s'embrassant, se touchant, se découvrant. Maya portait cette robe qui l'avait rendu fou toute la soirée. Maintenant, ses doigts trouvaient enfin la fermeture, révélant la peau hâlée, marquée de quelques cicatrices qui racontaient des histoires de bataille. « Tu es... » Elias chercha ses mots. « Si tu dis belle, je te frappe. » Mais elle souriait. « Magnifique, puissante, absolument parfaite. »« Mieux. » Elle déboutonna sa chemise avec une lenteur délibérée. « À ton tour. » Elias n'avait pas le physique des soldats génétiquement modifiés, juste un corps d'explorateur, en forme mais normal. Mais la façon dont Maya le regardait, avec une fin non obscillée, le fit se sentir comme un dieu. « Tu es beau, » murmura-t-elle. « Vrai. Pas parfait, mais vrai. » Ils tombèrent sur le lit ensemble, un enchevêtrement de membres et de désirs. Chaque baiser était une découverte, chaque caresse une révélation. « Attends. » halta Maya soudain. « Attends. » Elias se figea. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle regarda dans ses yeux, vulnérable pour la première fois. « Je n'ai pas fait ça depuis longtemps, des années. »« Moi non plus. Et je ne veux pas que ce soit juste physique. » Ses mains encadrèrent son visage. « Je veux que ça compte. Ça compte déjà. » Elias embrassa doucement son front. « Maya, nous pouvons attendre. Nous n'avons pas à... » « Non. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas attendre. Je veux juste que tu saches que c'est important. Que tu es important. » Elias sentit sa gorge se serrer. « Tu es importante aussi, plus que tu ne le penses. » Ils s'embrassèrent à nouveau, mais différemment cette fois. Moins frénétique, plus profond, comme s'ils essayaient de se dire avec leur corps ce que les mots ne pouvaient exprimer. Et alors que la nuit les enveloppait, ils se perdirent l'un dans l'autre, créant quelque chose de précieux dans l'obscurité de l'espace. Quelques heures plus tard. Ils étaient allongés dans le lit, enlacés, couverts de sueur et comblés. La tête de Maya reposait sur le torse d'Elias, ses doigts traçaient des motifs paresseux sur sa peau. C'était... commença Elias. Incroyable, terrifiant, parfait. Tout ça à la fois. Elle leva la tête pour le regarder. « Je ne fais pas ça d'habitude. Me laisser aller, baisser ma garde. Pourquoi l'as-tu fait avec moi ? » « Je ne sais pas. » Elle traça la ligne de sa mâchoire. « Peut-être parce que tu m'as regardé comme une personne,
pas comme une légende. Peut-être parce que tu as eu le courage d'être vulnérable premier. Ou peut-être... Peut-être quoi? Peut-être parce que j'ai senti, dès le premier instant, que tu allais changer ma vie. Elias la serra plus fort. C'est déjà fait. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le bourronnement faible des systèmes du vaisseau. Elias? Oui? J'ai peur. De quoi? De ce que je ressens. C'est trop fort, trop vite. Et je sais que ça va me détruire si je te perds. Tu ne me perdras pas. Tu ne peux pas promettre ça. Elle leva des yeux brillants de larmes non versées. Nous allons vers l'inconnu, vers le danger. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Alors nous nous battrons ensemble, et nous reviendrons ensemble. Tu ne peux pas... Non, je ne peux pas promettre que nous survivrons. Je te comprends. Mais je peux promettre que chaque jour que nous aurons sera précieux, que je te traiterai comme le trésor que tu es, et que si nous mourrons en sachant que nous avons vraiment vécu. Maya le regarda longuement, puis sourit à travers ses larmes. Quand es-tu devenue si sage? Depuis qu'une certaine commandante terrifiante m'a fait perdre la tête. Elle rit, un son pur et joyeux. Terrifiante? Absolument. Il la fit rouler doucement, planant au-dessus d'elle. Tu m'as terrifié dès le premier regard. Et maintenant? Maintenant? Il se pencha, ses lèvres frôlant les siennes. Maintenant tu me terrifies encore plus, parce que je réalise que je suis en train de tomber amoureux de toi. Le souffle de Maya se bloqua. Elias? Je sais que c'est rapide, je sais que peut-être c'est stupide, mais c'est vrai. Elle sourit, ses mains caressant son dos. Et je pense que je tombe amoureuse de toi aussi. Ils s'embrassèrent, lentement, savourant le moment, puis Maya le retourna avec cette force surprenante qu'elle possédait, se retrouvant au-dessus de lui, ses cheveux formant un rideau autour d'eux. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Que nous avons toute la nuit devant nous. Son sourire s'élargit. Et je ne compte pas dormir si tôt. Je pense que je peux faire ce sacrifice. Héros. Mon héros. Et alors que l'aube se levait sur la station, ils continuèrent de se découvrir l'un l'autre, créant des mémoires qui les soutiendraient dans les batailles à venir. Chapitre 6. Le monde d'après. En 2947, système solaire, limite de Pluton, jour 46. Désactivation des moteurs de distorsion dans 3, 2, 1. Le phénix émergea de son cocon de réalité altérée. Les étoiles reprirent leur place normale, et devant eux, à des millions de kilomètres, le soleil. « Mon Dieu !» murmura Noah. Elias se leva lentement de son fauteuil, hypnotisé. C'était la première fois qu'il voyait l'étoile qui avait donné naissance à l'humanité. Elle brillait d'un éclat jaune-blanc, magnifique et terrifiante. « Scan complet du système », ordonna-t-il. Les écrans s'illuminèrent de données. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les géantes gazeuses étaient toujours là, majestueuses et inchangées. Mais plus près... Capitaine, la voix de Rousseau tremblait. Mars a été terraformé. Quoi? L'image de la planète rouge apparut, sauf qu'elle n'était plus rouge. Des océans bleus couvraient sa surface, des continents verts, des nuages blancs. Impossible, souffla Elias. La terraformation de Mars aurait pris des siècles, même avec notre technologie. Quelqu'un l'a fait, dit Rousseau. Et il y a des structures, des villes, des dômes, des stations orbitales. Habitées? Inconnues, mais je détecte des signatures énergétiques, faibles mais présentes. Elias sentit son sang battre dans ses tempes. Et la Terre? Rousseau hésita. Je ne sais pas comment vous le dire, capitaine. Montrez-moi. L'image apparut. La Terre. Elle était là, bleue, verte, blanche, magnifique, intacte, comme si la guerre n'avait jamais eu lieu. « C'est impossible, » murmura Elias. « Nous l'avons détruite. Le protocole Exode définitif, les armes sismiques, les détonations nucléaires stratosphériques, la Terre devrait être un désert radioactif. »« Capitaine, » dit Lina d'une voix blanche, « je reçois un message. »« De qui ? Je ne sais pas.
Mais c'est en anglais. Elle activa la transmission. Une voix résonna, humaine, féminine, froide. Vaisseau ininconnu, identifiez-vous immédiatement. Vous êtes entré dans l'espace territorial de la coalition terrienne. Toute intrusion non autorisée sera considérée comme un acte d'hostilité et traitée en conséquence. Vous avez 30 secondes à répondre. Elias et Noah s'échangèrent un regard incrédule. La coalition terrienne, la Terre, était habitée. Par qui? Comment? Et surtout, allait-il les considérer comme des envahisseurs? 20 secondes, compta Lina, la voix tendue. Elias se redressa dans son fauteuil, le cerveau en ébullition. Coalition terrienne. La Terre était habitée. Mais par qui? Des descendants de survivants inconnus? Des colons venus d'ailleurs? Ou pire? Ouvrez un canal, ordonna Elias. Tous les vaisseaux. Sur l'écran, les visages des 4 autres capitaines apparurent. Maya, le regard acéré. Cross, impassible. Yuki, fasciné. Et Webb. Webb souriait, ce qui était profondément dérangeant. « Nous répondons » demanda Maya sèchement. « Nous n'avons pas le choix. Mais laissez-moi parler en premier. Si ça tourne mal, le Phénix servira de diversion pendant que vous vous repliez. »« Hors de question » coupa Maya. « Nous restons groupés. »« 10 secondes » annonça Lina. « Lina, ouvrez un canal de réponse, fréquence broadband. » La jeune fille hocha la tête, ses doigts volant sur les commandes. Un signal vert s'alluma. Elias prit une profonde respiration. « Ici le capitaine Elias Verne, du vaisseau Phénix, flotte d'exploration de la colonie Aube Nouvelle. Nous sommes des humains, des descendants des survivants de la chute de 2747. Nous revenons à la maison. Nous ne sommes pas hostiles. Nous cherchons simplement à comprendre ce qui s'est passé ici. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis la voix féminine reprit, mais le ton avait changé. Plus d'incrédulité que de menace. « Répétez votre dernière déclaration. Vous dites être des descendants des colonies perdues ?»« Affirmatif, » répondit Elias. « Les colonies Aube Nouvelle, Horizon Libre et Espérance. Nous sommes 500 millions d'humains. Nous pensions être les seuls survivants. » Un long silence, puis « Restez en position. Ne faites-y aucune manœuvre hostile. Des vaisseaux d'interception sont en route. Si vous dites vraiment la vérité, alors ceci est le plus grand événement de notre histoire depuis la résurrection. » « La résurrection » murmura Noah. « Que signifie cela ?» Elias secoua la tête. « Aucune idée. Lina, combien de vaisseaux approchent ?»« Je détecte. » Elle élargit les yeux. « Capitaine, 12 contacts. Non, 20, 30. Ils sortent de distorsion tout autour de nous. » Sur l'écran tactique, des points lumineux encerclèrent la flotte. Les vaisseaux terriens étaient rapides, élégants, avec des lignes qui mélangeaient esthétique humaine et quelque chose d'autre, quelque chose d'alien. « Capitaine, » intervit Webb depuis le stratège, sa voix toujours trop calme. « Mes scanners indiquent que ces vaisseaux utilisent une technologie hybride, partiellement humaine, partiellement Xazan. » Le cœur d'Elias se serra. « Vous voulez dire que les terriens ont récupéré et adapté la technologie de leurs anciens oppresseurs ?» termina Webb. « Fascinant. » Maya prit la parole. « Verne, qu'est-ce qu'on fait ?»« Nous attendons. Boucliers activés, mais armes sur position défensive uniquement. Aucune provocation. Et s'ils ouvrent le feu? Alors nous découvrirons si nos vaisseaux sont aussi bons qu'on le nous l'a dit. » Les 30 vaisseaux terriens prirent position autour de la flotte des colonies, formant une sphère parfaite. Puis l'un d'eux s'avança, plus grand, plus imposant, un vaisseau de commandement. « Capitaine Verne, je suis l'amiral Chen Zhao de la marine terrienne. Permission d'établir une communication visuelle. » Permission accordée. L'écran s'illumina. L'homme qui apparut avait la cinquantaine, des traits asiatiques marqués, les cheveux gris coupés ras. Mais ce qui frappa Elias furent ses yeux, des yeux qui avaient vu l'enfer et en étaient revenus. « Capitaine Verne », la voix était grave, chargée d'émotions retenues. « Sarah Chen était mon ancêtre, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. » Elias sentit sa gorge se serrer. « Elle est une légende pour nous, la femme qui a refusé de fuir jusqu'au bout. » L'amiral Chen ferma l'instant ses yeux. « Nous pensions que les 3 colonies étaient mortes, que vous aviez été détruites pendant la grande traque qui a suivi la chute. Le fait que vous soyez là, il rouvrit les yeux, et Elias y vit briller des larmes.
C'est un miracle. Amiral, je dois vous poser la question évidente, intervit Maya depuis l'ouragan. Comment la Terre a-t-elle survécu? Le protocole Exode définitif aurait dû la rendre inhabitable pendant des millénaires. Chen hocha la tête. C'est une longue histoire. Une histoire de sacrifice, de désespoir et de salut inattendu. Mais elle ne peut être racontée ici, dans le vide. Il se pencha vers l'avant. Capitaine Verne, au nom du Conseil unifié de la Terre, je vous invite officiellement, vous et vos 4 compagnons, à nous rendre visite, à revenir sur le sol qui vous a vu naître. Elias regarda Noah, puis Lina, puis le docteur Rousseau. Tous hochèrent la tête. Nous acceptons. Excellent. Chen sourit pour la première fois. Bienvenue à la maison, enfants de la Terre. Bienvenue dans le monde d'après. Chapitre 7. Mars. Secret et désir. En 2947, planète Mars, cité Olympus, après la découverte du secteur Oméga. Elias et Maya sortirent du secteur Oméga dans un état de choc. Les clones. Les millions de corps flottant dans leur cuve. La vérité horrible sur la renaissance de l'humanité. Ils marchèrent en silence à travers les couloirs de la cité Olympus, incapables de parler, leurs esprits saturés d'horreur. Maya s'arrêta brusquement dans un couloir désert. Elle s'appuya contre le mur, sa respiration devenant irrégulière. « Maya ?» Elias s'approcha. « Ça va ?» « Non. » Sa voix tremblait. « Non, ça ne va pas. Rien ne va. » Il vit ses mains trembler, ses yeux brillaient de larmes contenues. Cette femme forte, impitoyable, était en train de craquer. « Viens. » Il la prit par la main. « On ne peut pas rester ici, pas dans les couloirs. » Il la guida vers leur quartier temporaire, une suite que Chen leur avait assignée. Une seule suite. Ils n'avaient même pas prétendu vouloir des chambres séparées. Dès que la porte se ferma derrière eux, Maya explosa. Des clones. Toute cette civilisation artificielle, fabriquée, et ils veulent que nous quoi? Que nous nous joignions à eux? Que nous devenions comme eux? Maya. Non. Elle se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Ne me dis pas de me calmer, ne me dis pas que tout ira bien, parce que rien ne va. Je ne vais pas dire ça, continua Elias doucement. Parce que tu as raison. Rien ne va. Tout est foutu. Elle le regarda, surprise de son accord. Mais, continua-t-il, nous sommes ensemble. Et ça compte pour quelque chose. Les épaules de Maya s'affaissèrent. Je ne sais plus quoi penser. De rien, de personne. De moi? Demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Non, pas de toi. Tu es... Sa voix se brisa. Tu es la seule chose réelle dans tout ce chaos. Elias franchit la distance qui les séparait et la prit dans ses bras. Elle se raidit un instant, puis s'effondra contre lui, ses bras s'enroulant autour de sa taille avec une force désespérée. « J'ai peur », murmura-t-elle contre son torse. « J'ai tellement peur. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Mais on le découvrira ensemble. » Maya leva son visage vers lui. Ses yeux étaient rouges, ses joues humides, et elle était toujours la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Fais-moi oublier », murmura-t-elle. « Juste pour quelques heures. Fais-moi sentir quelque chose d'autre que la peur. Maya, s'il te plaît. » Ses mains agrippèrent sa chemise. « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de sentir que je suis vivante, que je suis réelle. » Elias comprenait. Il ressentait la même chose, ce besoin primitif de se connecter, de se prouver qu'ils existaient au-delà des mensonges et des manipulations. Il l'embrassa. Pas doucement cette fois, durement, désespérément, comme s'ils essayaient de se fondre l'un dans l'autre. Maya répondit avec la même intensité sauvage. Ils trébuchèrent vers le lit, laissant leurs vêtements dans leur sillage. Ce n'était pas de la tendresse cette fois. C'était un besoin brut, viscéral, de se sentir vivant dans un monde qui s'écroulait autour d'eux. Leurs corps se retrouvèrent, se reconnurent, communiquèrent ce que les mots ne pouvaient pas dire. Dans l'obscurité de la chambre, ils créèrent leur propre refuge, leur propre vérité. Quelques heures plus tard, Maya était allongée sur le côté, Elias collé à elle, son bras enroulé autour de sa taille. Leur respiration s'était calmée, leur cœur battait à un unisson. C'était
Exactement ce dont j'avais besoin. Intense. Réel. Elle se retourna pour lui faire face. Tout est tellement faux ici, mais ça, nous, c'est vrai. Elias caressa sa joue. Nous sommes vrais, quoi qu'il arrive. Promets-le-moi. Ses yeux cherchèrent les siens. Promets-moi que quoi qu'on découvre, quoi qu'on nous demande de faire, nous resterons nous. Je le promets. Il l'embrassa tendrement. Toi et moi contre le monde. Contre la galaxie, elle sourit faiblement. Contre l'univers si nécessaire. Ils restèrent enlacés, trouvant du réconfort dans la chaleur de leur corps. Dehors, Mars poursuivait sa rotation artificielle. Les secrets continuaient à exister. Les menaces grandissaient. Mais ici, dans cette bulle d'intimité, ils étaient en sécurité. Elias ? Oui, je pense que je t'aime. Les mots sortirent dans un murmure. Vraiment. Pas juste le désir ou l'attraction, mais l'amour. Elias sentit son cœur se gonfler. Je t'aime aussi. Plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. C'est terrifiant. Oui, mais c'est aussi magnifique. Maya se blottit contre lui, son visage niché dans son cou. Reste avec moi ce soir, toute la nuit. Je ne comptais pas aller nulle part. Bien, parce que si tu essaies de partir, je te traîne force au beau. Elias rit doucement. J'aimerais voir ça. Ne me tente pas. Mais elle souriait. Ils sombrèrent dans le sommeil enlacés, deux âmes trouvant refuge dans la chaleur l'une de l'autre. Dehors, Mars poursuivait sa rotation artificielle. Les secrets continuaient à exister. Les menaces grandissaient. Mais ici, dans cette bulle d'intimité, ils étaient en sécurité. Chapitre 8. La vérité absolue. En 2947, station Unité, salle de conférence. Chen les attendait dans une salle de conférence au cœur de la station. Elias, Maya, Yuki et Webb entrèrent ensemble, leurs mains près de leurs armes. Cross était resté en arrière, trop bouleversé par les révélations. « Asseyez-vous », dit Chen simplement. « Nous préférons rester debout », répliqua Maya froidement. Chen hocha la tête. « Je comprends. Vous me voyez comme un monstre, un dictateur qui joue avec la vie. » Il se leva lentement. « Mais laissez-moi vous raconter toute l'histoire, celle que je n'ai jamais osé dire à personne. » Il activa un hologramme. L'image des Veishan apparut, ces créatures éthérées et lumineuses. « Les Veishan ne sont pas nos sauveurs, » commença Chen. « Ils sont nos geôliers. » Le silence s'abattit sur la salle. « Quoi ?» murmura Elias. « Il y a 202 ans, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé 3000 survivants par hasard. » Chen agrandit l'image. « Ils les ont créés. Ils ont récupéré de l'ADN humain dans les ruines. Ils ont recréé des humains, des copies parfaites avec des souvenirs implantés de la chute, de la survie, du désespoir. Vous voulez dire, Yuki porta sa main à la bouche. Vous n'êtes pas des descendants ? Je suis un clone de 7e génération. Ma mère était un clone. Mon grand-père était un clone. Tout le monde sur Terre est un clone ou un descendant de clone. » Chen les regarda intensément. Il n'y a eu aucun survivant. L'humanité est vraiment morte en 2747. Nous sommes son écho, sa renaissance artificielle. Maya s'effondra sur une chaise. Pourquoi ? Pourquoi les Veishan feraient-ils ça ? Parce qu'ils avaient besoin d'une arme contre le dévoreur. Chen changea l'image. Le dévoreur apparut dans toute son horreur. Cette entité a détruit 127 civilisations. Elle a tenté de détruire les Veishan il y a 10 000 ans. Ils ont survécu, mais à peine. Depuis, ils cherchent une solution. Et ils ont choisi l'humanité, dit lentement Webb. Parce que nous sommes uniques. Exactement. Chen sourit tristement. Les humains sont les seuls à avoir choisi l'extinction plutôt que la soumission. Cette détermination, cette folie, cette obstination,
c'est notre arme. Le dévoreur se nourrit de conscience, mais il ne peut pas consommer ce qui refuse d'être consommé. C'est pour ça que vous avez créé 46 milliards de soldats, compris Elias, la gorge serrée. Vous préparez une armée de kamikazes? Non, secoua Chen. Je prépare une civilisation assez forte pour tenir tête à un dieu. Il se tourna vers la fenêtre donnant sur l'espace. Chacun de ces soldats a été conçu pour résister aux influences psychiques, pour combattre sans peur, pour mourir si nécessaire, mais aussi pour gagner. Et nous? Demanda Maya. Que voulez-vous de nos colonies? Chen se tourna vers elle. Votre pureté génétique. Vous êtes les derniers humains naturels. Si nous échouons, si toute cette armée artificielle est détruite, vous serez la graine qui permettra à l'humanité de renaître une troisième fois. Vous voulez que nous fuyions pendant que vous mourrez, dit Elias, la gorge serrée. Je veux que vous surviviez. Chen s'approcha d'eux. Dans 6 mois, le dévoreur sera ici, nous allons nous battre, et honnêtement, je ne sais pas si nous gagnerons. Nos simulations donnent 30% de chances de victoire, 50% de chances de défaite totale, et 20% de... quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre? Répéta Yuki. D'annihilation mutuelle. Nous et le dévoreur nous détruisant l'un l'autre, laissant la galaxie vide. Chen ferma les yeux. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Si nous tombons, fuyez. Allez plus loin encore, trouvez une galaxie lointaine et recommencez. Bâtissez une nouvelle humanité, une qui se souviendra de nous, de notre sacrifice. Maya se leva brusquement. Non. Chen la regarda surpris. Non, répéta-t-elle. Nous ne sommes pas venus ici pour fuir, nous sommes venus pour retrouver notre maison. Elle se tourna vers Elias. 500 millions d'humains, ce n'est pas rien. Nous pouvons faire pencher à balance. Maya, Elias hésita. Ce serait un suicide. Ou une victoire. Elle lui prit les mains. Elias, toute ma vie, j'ai rêvé de me battre pour quelque chose qui compte vraiment, de faire la différence. Et maintenant, cette chance est là, devant nous. Elias regarda ses yeux sombres. Il y voyait de la peur, mais aussi de la détermination, de l'espoir. « Tu as raison », murmura-t-il. « Nous nous battons. »« Ensemble », ajouta-t-elle en souriant. Yuki se leva aussi. « Mon peuple acceptera, j'en suis certaine. » Webbs resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Pour une fois, je suis d'accord avec tous. Si nous devons mourir, autant que ce soit en défendant notre berceau. » Chen les regarda tour à tour, et pour la première fois, Elias vit des larmes dans ses yeux. « Merci, » murmura l'amiral. « Merci de nous donner une chance. » Chapitre 9. Les 6 mois d'attente, partie 1. En 2947, station Unité, premier mois d'attente. Les 6 mois d'attente de la réponse des colonies furent à la fois les plus longs et les plus précieux de leur vie. Elias et Maya cessèrent de cacher leur relation. Cela ne servait plus à rien. Tout le monde le savait. La façon dont ils se regardaient, la façon dont Maya cherchait instinctivement la main d'Elias dans les réunions, la façon dont Elias souriait dès que Maya entrait dans une pièce. Ils établirent une routine. Les journées étaient consacrées aux préparatifs militaires, aux entraînements, aux réunions stratégiques, mais les nuits leur appartenaient. Semaine 3, quartier comparti. Ils avaient officiellement emménagé ensemble, une suite de capitaines élargie sur la station Unité, avec vue sur la Terre. Leur espace à eux. Elias rentra tard ce soir-là, épuisé par une journée de simulation de combat. Il trouva Maya dans la salle de bain, plongée dans un bain moussant, un verre de vin dans la main. « Difficile journée » demanda-t-elle en le voyant. « Épuisante. » Il s'appuya contre le cadre de la porte. « Les nouvelles tactiques que Chen nous enseigne sont complexes. Enlève tes vêtements et rejoins-moi. » Il haussa un œil. « Dans le bain ?»« Non, sur la lune. » Elle leva les yeux au ciel. « Évidemment, dans le bain. » Il ne se le fit pas dire 2 fois.
Il se déshabilla rapidement et se glissa dans l'eau chaude derrière elle. Maya se cala contre son torse avec un soupir de contentement. « Mieux » murmura-t-elle. « Infiniment. » Il enroula ses bras autour de sa taille. « Comment était ta journée ?»« Longue. Chen veut que je forme les pilotes coloniaux aux manœuvres de combat terrestre. Certains sont réticents à écouter une femme. » Elias sentit sa mâchoire se crisper. « Qui ?»« Ça n'a pas d'importance. » Elle tourna la tête pour l'embrasser. « Je les ai tous mis au tapis dans des exercices de simulation. Maintenant, ils écoutent. » L'eau ondulait doucement autour d'eux, tandis qu'ils se perdaient l'un dans l'autre, leurs murmures se mêlant à la vapeur qui s'élevait du bain. Un peu plus tard, ils restèrent dans le bain jusqu'à ce que l'eau refroidisse, enlacés, se chuchotant des mots doux, se promettant des futurs qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir tenir. « Je ne me lasserai jamais de ça », murmura Maya contre son cou. « De quoi? Des bains romantiques? De toi. » Elle leva la tête. « De nous, de cette sensation d'être complète. » Elias caressa ses cheveux mouillés. « Tu me complètes aussi. » Maya se blottissait plus étroitement contre lui, écoutant les battements réguliers de son cœur. Dans 6 mois, tout pourrait changer. La guerre pourrait les séparer. L'un d'eux pourrait ne pas revenir. Mais dans cette nuit, dans ce bain, dans cet instant précis, ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Chapitre 10. Le Conseil des capitaines. En 2947, station Unité, salle de commandement du Phénix. Ils ont fait quoi? La voix de Cross résonna dans la salle de conférence. Les 5 capitaines étaient réunis, leurs visages affichés sur les écrans holographiques. Elias et Maya venaient de tout révéler. Des modifications génétiques, répéta Webb lentement, ses doigts joints devant lui. Une population clonée à 70%. Une humanité transformée en arme biologique. Il sourit froidement. Fascinant. Fascinant? Explosa Yuki. C'est horrifiant. Ils ont joué avec la définition même de ce que signifie être humain. Techniquement, dit Webb, nous ne sommes déjà plus l'humanité originale. 2 siècles d'évolution séparés ont créé des divergences génétiques entre nos colonies et eux. Ce n'est pas la même chose, protesta Cross. Nous avons évolué naturellement, eux ont été fabriqués. La question n'est pas de savoir si c'est moral, intervint Maya. La question est, qu'allons-nous faire maintenant? Un silence lourd s'installa. Nous devons transmettre cette information aux colonies, dit Elias, finalement. Tout. Les clones, les modifications, les vrais motifs des Veshan. Nos gens méritent de savoir. Mais provoquer une panique massive, répliqua Webb. Réfléchissez, Verne. 500 millions de personnes qui apprennent que la Terre qu'ils idéalisaient depuis 2 siècles est devenue une usine à soldats génétiquement modifiés. Le chaos sera total. Il a raison, admit Cross à contre-cœur. Nous devons gérer cette information avec précaution. Gérer? Maya le fixa. Vous voulez dire censurer? Je veux dire contextualiser. Écoutez, je déteste ce que Shen a fait autant que vous, mais je comprends pourquoi il l'a fait. Si les Veshan lui ont dit que c'était nécessaire pour survivre... Les Veshan, dit Yuki doucement, c'est eux le vrai problème, n'est-ce pas? Nous ne les avons jamais rencontrés. Tout ce que nous savons d'eux vient de Shen. Et si Shen mentait, termina Elias. J'y ai pensé aussi. Mais pourquoi? Quel serait son intérêt? Le pouvoir, suggéra Webb. Shen contrôle 8 milliards de personnes, dont la majorité sont ses créations. Il est essentiellement leur dieu. Nous spéculons, coupa Maya. Ce dont nous avons besoin, ce sont des faits. Elle se tourna vers Webb. Vos systèmes d'espionnage, ont-ils trouvé autre chose? Webb hésita, puis hocha la tête. La base cachée dont je vous avais parlé. J'ai réussi à trianguler sa position. Elle est... Il marqua une pause dramatique. Dans la ceinture de Kuiper, à la lisière du système solaire, complètement isolée. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Demanda Cross. Aucune idée. Les communications sont trop cryptées, même pour mes systèmes. Mais j'ai intercepté un mot, répété plusieurs fois dans les transmissions. Quel mot? Genèse. Un frisson parcourut l'échine d'Elias. Le projet Genèse? Exactement.
Nous devons y aller, dit Maya immédiatement. Découvrir ce qu'il cache. C'est de la folie, protesta Cross. Si Shen découvre que nous espionnons, alors il saura que nous ne sommes pas des moutons prêts à suivre aveuglément. Maya se leva. Je prends l'ouragan. Qui vient avec moi? Moi, dit Elias, sans hésiter. Et moi, ajouta Yuki. Mon Promethea a les meilleurs senseurs scientifiques. Si cette base cache quelque chose, je le trouverai. Cross soupira. Très bien, mais je reste ici avec le Titan. Quelqu'un doit maintenir les apparences. Tous les regards se tournèrent vers Webb. Je viens, dit-il finalement, mais à une condition. Laquelle? Si nous découvrons que Shen nous ment, que tout ça est une manipulation, il les regarda un par un, nous le neutralisons, lui et son gouvernement artificiel. Vous parlez de coup d'État, dit Slantran Elias. Je parle de sauver l'humanité, la vraie. Webb se pencha en avant. Ces clones, ces êtres modifiés, ne sont peut-être pas maléfiques, mais ils ne sont pas nous. Et si nous devons choisir entre eux et nos colonies, nous choisissons les nôtres, termina Cross sombrement. Maya secoua la tête. Non, si nous en arrivons à là, nous cherchons une troisième voie, toujours. Il n'y a pas toujours une troisième voie, répliqua Webb. Alors, nous en créons une. Maya le fixa. C'est ça qui fait de nous des humains, Webb. Pas notre génétique, notre capacité à chercher des solutions au lieu de simplement éliminer les problèmes. Webb la regarda longuement, puis sourit. C'est pour ça que vous êtes meilleure commandante que moi, Reyes. Vous avez encore de l'espoir. Chapitre 11. La base Genèse. En 2947, ceinture de Kuiper, 48 heures plus tard. Les trois vaisseaux, l'Ouragan, le Phénix et le Promethea, se détachèrent discrètement de la station Unité. Officiellement, ils partaient pour une mission d'exploration des lunes de Jupiter. En réalité, ils fonçaient vers les confins du système solaire. Sur la passerelle du Phénix, Elias observait les étoiles défiler. Noah était à ses côtés, silencieux. « Tu penses qu'on fait le bon choix ?» demanda finalement le pilote. « Je pense que nous n'avons pas le choix. Trop de secrets, trop de mensonges. Et si nous trouvons quelque chose de terrible? Alors nous devrons décider si nous sommes prêts à vivre avec la vérité. » Elias se tourna vers Noah. « Tu as peur ?»« Terrifié, mais je te suis quand même. C'est ça l'amitié, non ?» Elias lui serra l'épaule. « Merci, mon ami. » Sur l'écran de communication, Maya apparut. Elle était seule sur la passerelle de l'Ouragan, son équipage s'affairant en arrière-plan. « Nous serons à la base dans 48 heures, dit-elle. J'espère que nous sommes prêts à ce que nous allons découvrir. »« Maya, dit Elias doucement, quoi que nous trouvions, nous le ferons ensemble. » Elle le regarda intensément, et pour la première fois depuis leur rencontre, il vit de la vulnérabilité dans ses yeux. « Ensemble, répéta-t-elle. J'aime ce mot. » La communication se coupa, mais Elias resta là, fixant l'écran noir. « Tu l'aimes » dit Noah. Ce n'était pas une question. Oui, Elias ne nia pas. Au pire moment possible. Ou au meilleur, Noah sourit. Si nous devons affronter la fin du monde, autant le faire avec quelqu'un qui fait battre notre cœur, non? Elias ne put s'empêcher de sourire. Tu es un romantique, Noah. Non, je suis réaliste. Et la réalité, c'est que demain n'est jamais garanti. Alors, si tu l'aimes, dis-le lui, avant qu'il ne soit trop tard. 48 heures plus tard, ceinture de Kuiper, base Genèse. La base apparut soudainement, émergeant du noir absolu de l'espace. Elle était gigantesque, une structure sphérique de plus de 100 km de diamètre, hérissée d'antennes et de modules. « Mon Dieu !» murmura Yuki depuis le Promethea. « C'est plus grand que nos colonies ?»« Qu'est-ce qu'ils font là-dedans ?» demanda Maya. « Je scanne. » Yuki fit silence quelques secondes. « Je détecte... Attendez, ce n'est pas possible. »« Quoi ?»« Des signatures biologiques, des millions, des milliards. » La voix de Yuki tremblait. « C'est une usine à clones, mais à une échelle inconcevable. » Elias sentit son sang se glacer. « Combien ? Si mes calculs sont exacts, il crée 1 million de nouveaux humains par jour. » Le silence qui suivit était essourdissant. « Pendant combien de temps ? » demanda Webb. « D'après la dégradation des structures, au moins 150 ans. »« Faites le calcul, » murmura Maya. « 54 milliards, » dit Webb. « 54 milliards de clones créés en 150 ans. »« Mais où sont-ils ?» ne comprenait pas Elias. « La Terre ne compte que 8 milliards d'habitants.
Où sont les 46 milliards restants? Je pense, dit Yuki lentement, que nous sommes sur le point de le découvrir. Sur les écrans, la base s'ouvrit. Des hangars géants révélèrent leur contenu. Des vaisseaux, des milliers de vaisseaux de guerre, et à l'intérieur de chacun, des armées entières, souffla Webb, en stase, attendant. Attendant quoi? Demanda Maya. Elias comprit soudainement. Le dévoreur. Il ne se prépare pas à se défendre, il se prépare à attaquer. Une voix résonna soudain sur tous les canaux. La voix de Shen. Capitaine, je savais que vous viendriez. Sur leur écran apparut le visage de l'amiral, mais il ne semblait pas en colère, juste triste. Vous avez découvert la vérité, ou du moins une partie. Maintenant, vous devez faire un choix. Me tuer pour ce que j'ai fait, ou m'écouter jusqu'au bout, parce que ce que vous voyez n'est pas le pire. Pas le pire, explosa Maya. Vous avez créé une armée de 46 milliards de soldats. C'est de la folie. C'est de l'espoir. Shen les regarda intensément. Parce que le dévoreur n'a pas 10 ans devant lui. Il est déjà en route. Il sera ici dans 6 mois. Et si nous ne sommes pas prêts, alors tout sera fini. Pas seulement pour nous, pour toute vie consciente dans cette galaxie. L'écran changea. Une image apparut. Une chose massive, organique, terrible, le dévoreur. Et derrière lui, des milliers de vaisseaux Kazan. Chapitre 12. La première dispute. Année 2947. Station Unité. 4e mois d'attente. Même les relations les plus fortes ont leurs moments difficiles. Cela commença par un désaccord tactique lors d'une réunion de commandement. Shen proposait une stratégie agressive, frapper le dévoreur avant qu'il n'atteigne le système solaire. « C'est du suicide, » dit Maya fermement. « Nous ne connaissons pas toute l'étendue de ses capacités. Aller à lui sans préparation complète est exactement ce qu'il n'attendra pas, contra Webb. L'élément de surprise est notre meilleur atout. » Elias hésita. « Je suis d'accord avec Webb. » Maya se tourna vers lui, incrédule. « Quoi ? Une frappe préventive pourrait nous donner l'avantage. Ou nous faire massacrer avant même d'avoir commencé. » Ses yeux lançaient des éclairs. « Tu ne peux pas être sérieux. » « Je suis très sérieux. » Elias soutint son regard. « Parfois, l'audace est la meilleure stratégie. »« L'audace » Maya rit amèrement. « Tu veux dire l'imprudence ?» La tension dans la salle monta d'un cran. Les autres capitaines échangeaient des regards mal à l'aise. « Peut-être devrions-nous prendre une pause » suggéra Cross. « Bonne idée » dit Maya sèchement. Elle se leva et sortit de la salle sans regarder Elias. 2 heures plus tard, dans leur quartier. Elias rentra dans leur quartier pour trouver Maya sur le balcon, fixant la terre en contrebas. Elle ne se tourna pas quand il entra. « Maya, tu m'as contredit. » Sa voix était froide. « Devant tout le monde. »« Nous avions un désaccord tactique, c'est normal. »« Non. » Elle se retourna enfin. « Tu as pris le parti de Webb contre moi. »« Ce n'est pas une question de quand. »« Vraiment ?» Elle croisa les bras, parce que ça y ressemblait fortement. Elias sentit sa propre frustration monter. « Tu es déraisonnable. »« Déraisonnable ?» Maya s'avança vers lui. « J'essaie de garder nos gens en vie. »« Moi aussi. » Il éleva la voix. « Mais parfois, pour survivre, il faut prendre des risques. Des risques calculés, oui, pas des missions suicides. Tu me traites comme si j'étais stupide. Je te traite comme quelqu'un qui laisse son ego diriger ses décisions. » Le silence qui suivit fut glacial. « Mon ego ?» La voix d'Elias était dangereusement basse. « C'est vraiment ce que tu penses ?» Maya détourna le regard. « Non, je ne sais pas. Alors pourquoi le dire ? Parce que tu m'as mise en colère. » Elle se retourna vers lui, les yeux brillants. « Parce que l'idée de te perdre dans une mission imprudente me terrifie. » Elias s'arrêta. « C'est de ça qu'il s'agit ? Tu as peur pour moi ? » « Bien sûr que j'ai peur. » Les larmes coulaient maintenant. « Tu parles de foncer vers le dévoreur comme si c'était une promenade, et tout ce que je peux penser, c'est que je pourrais te perdre. » La colère d'Elias s'évanouit instantanément. « Maya !»« Non, laisse-moi finir. » Elle essuya ses larmes rageusement. « Je sais que nous sommes des soldats, je sais que nous pourrions mourir n'importe quel jour, mais l'idée de te regarder partir sur une mission que je pense suicide et de ne pas pouvoir t'arrêter... » Sa voix se brisa. Elias franchit la distance entre eux et la prit dans ses bras. Elle résista un instant, puis s'effondra contre lui, sanglotant. « Je suis désolé, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé, je n'avais pas réalisé. Je t'aime tellement. »
Les mots sortaient entre deux sanglots, et ça me rend vulnérable d'une façon que je déteste. Aimer n'est pas une faiblesse. Ça en a l'air, elle leva son visage vers lui. Avant toi, je n'avais peur de rien. Maintenant, je suis terrifié tout le temps. Elias essuya ses larmes avec ses pouces. Tu veux savoir un secret? Quoi? Je suis terrifié aussi. Il sourit tristement. Chaque fois que tu pars en mission, chaque fois que tu montes dans ton vaisseau, j'ai peur. Peur que tu ne reviennes pas. Peur de perdre la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Alors pourquoi tu as soutenu cette stratégie stupide? Parce que je pensais vraiment que c'était la bonne. Il soupira. Mais tu as raison, j'ai peut-être laissé pas mon ego, mais mon désir de faire quelque chose, n'importe quoi, influencer mon jugement. Maya le regarda longuement. Tu reconnais que j'avais raison? Partiellement. Il sourit. Ne t'emballe pas. Idiot. Mais elle souriait aussi. Et moi, je reconnais que j'ai peut-être réagi de façon excessive. Partiellement. Il imita son ton. Crétin. Elle l'embrassa légèrement. Je déteste me disputer avec toi. Moi aussi. Il l'embrassa plus d'ifond. Ne le refaisons pas jamais. Nous le referons probablement, elle soupira. Nous sommes tous les deux têtus. Alors promettons de toujours nous réconcilier. Comment? Elias la souleva dans ses bras. J'ai quelques idées. Oh! Maya enroula ses bras autour de son cou. Implique-t-elle le lit? Entre autres surfaces. Il l'emporta vers la chambre. Je pense qu'une réconciliation approfondie est nécessaire. Très approfondie. Elle mordit son oreille, plusieurs fois, pour être sûre. J'aime ta façon de penser. Plus tard cette nuit-là, ils étaient longés dans le lit, épuisés, leur corps toujours tremblant du plaisir partagé. « Elias? Je suis désolé de voir dit que tu laissais ton ego diriger tes décisions. » Elle traça des motifs sur son torse. « C'était méchant. »« Je suis désolé de t'avoir contredit devant tout le monde. » Il frissonna. « J'aurais dû te parler en privé d'abord. Nous sommes vraiment mauvais pour nous disputer. Ou vraiment bons pour nous réconcilier. » Il sourit. « J'aime mieux cette version. » Moi aussi. Elle se blottit contre lui. « Promets-moi quelque chose. Tout. Promets-moi que nous ne laisserons jamais nos désaccords professionnels nous affecter. » « Je le promets. » Il resserra son étreinte. « Commandant Reyes et capitaine Verne peuvent se disputer autant qu'ils veulent, mais Maya et Elias, nous sommes une équipe. » « Une équipe. » Elle sourit. « J'aime ça. Je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Elle bâilla. « Maintenant dors. Nous avons une réunion demain pour présenter un compromis tactique. Un compromis. Ni ta stratégie imprudente, ni ma prudence excessive. » Elle l'embrassa. « Quelque chose au milieu, ensemble. » Ensemble. Il sourit dans l'obscurité. Toujours ensemble. Chapitre 13. La réponse des colonies. En 2948, station Unité. 6 mois plus tard. La réponse arriva un matin de mars. Elias était sur la passerelle du Phénix quand Lina l'appela, la voix tremblante. « Capitaine, transmission des colonies. » Son cœur s'arrêta. Mets-la en ligne. Le visage de l'amirante Petrov apparut. Elle avait été vieillie. Ses cheveux étaient plus gris, ses rides plus profondes. Mais ses yeux brillaient de détermination. « Capitaine Verne, commandante Reyes, capitaine Cross, Tanaka et Webb, nous avons reçu votre rapport. Nous avons délibéré, débattu, pleuré, et finalement, nous avons voté. » Elle marqua une pause. 420 millions d'humains ont choisi de se battre. 50 millions ont choisi de fuir plus loin. Et 30 millions n'ont pas pu se décider. Elias échangea un regard avec Noah. 84%. C'était incroyable. « Nous sommes en route, » continua Petrov. 1500 vaisseaux, 150 millions de combattants. Le reste restera dans les colonies, préservant notre civilisation au cas où. Sa voix se brisa. Au cas où nous échouerions. Elle se redressa. Mais nous ne croyons pas à l'échec. Nous sommes humains, et les humains ne s'agenouillent pas. Nous arrivons dans 3 mois. Tenez bon, préparez-vous. Et dites à Tchel, elle sourit, dites-lui que les vrais humains arrivent pour lui montrer comment on se bat. La transmission se coupa. Un silence abasourdi régna sur la passerelle. Puis, Noah laissa échapper un cri de joie. Lina applaudit. Rousseau sourit largement. « Ils viennent » murmura Elias. « Ils viennent tous » Sur son écran de communication, Maya apparut, les larmes aux yeux. « Tu as entendu » ?»« Oui. » Il sourit. « Nous avons une chance, Maya, une vraie chance. Alors, préparons-nous, parce que quand le dévoreur arrivera,
il va découvrir ce que signifie vraiment s'attaquer à l'humanité. Chapitre 14. L'Union. En 2948, 3 mois plus tard, système solaire. Ils arrivèrent comme une marée d'acier et de lumière. 1500 vaisseaux coloniaux émergèrent de l'espace subluminique aux confins du système solaire. Élégants, puissants, portant les couleurs des 3 colonies. Chen les accueillit personnellement, sa flotte de vaisseaux terriens formant une garde d'honneur. « Bienvenue », dit-il simplement, « bienvenue à la maison ». Les jours suivirent furent un tourbillon d'activités. Les flottes fusionnèrent, les stratégies furent élaborées, les technologies partagées. Les humains coloniaux découvrirent les améliorations génétiques terriennes. Les terriens apprirent les techniques de combat spatial développées pendant 2 siècles d'isolement. Et lentement, 2 humanités devinrent une. Elias se tenait sur une plateforme d'observation, regardant l'armada qui se formait. 50 000 vaisseaux de guerre, 100 milliards de combattants, terriens et coloniaux. La plus grande force militaire jamais assemblée par l'humanité. « C'est magnifique », murmura Maya à côté de lui. « C'est terrifiant », corrigea Elias. « Toute cette puissance, et nous ne savons même pas si ça suffira. »« Ça devra suffire. » Elle lui prit la main. « Parce que c'est tout ce que nous avons. » 1 mois plus tard, limite du système solaire. Les détecteurs longue distance captèrent la première signature. « Contact », annonça Lina. « Distance, 3 jours-lumière. Masse, incalculable. Signature énergétique. » Sa voix se brisa. « C'est lui. » Sur tous les écrans de toutes les passerelles de toutes les flottes, l'image apparut. Le dévoreur. Il était encore plus massif que sur les images. Une chose organique de la taille d'une lune, couverte d'yeux et de tentacules, entourée d'une aura de ténèbres qui semblait absorber la lumière elle-même. Et derrière lui, comme prévu, des dizaines de milliers de vaisseaux Kazan. « Mon Dieu !» murmura Noah. « Formation de bataille !» ordonna Elias, sa voix étonnamment calme. « Tous les vaisseaux !» Sur le canal général, la voix de Chen résonna. « À tous les combattants, humains, terriens, coloniaux, aujourd'hui nous faisons face à l'annihilation, à une entité qui a détruit 127 civilisations, qui a asservi des milliards d'êtres, qui veut nous effacer de l'existence. » Une pause. « Mais nous sommes humains, et les humains ne s'effacent pas facilement. » Elias sentit Maya serrer sa main. « Pour nos ancêtres qui sont morts à la chute, pour nos enfants qui naîtront dans un monde libre, pour chaque être conscient de cette galaxie. » Chen marqua une dernière pause. « Nous nous battons. » Un rugissement monta de 50 000 vaisseaux, 100 milliards de voix criant leur défiance, et l'armada humaine bondit en avant. Chapitre 15. La bataille pour l'existence. En 2948, espace profond, jour du jugement. La bataille commença au moment où les 2 flottes entrèrent en portée de tir. Les vaisseaux Kazan ouvrirent le feu en premier, des milliers de rayons énergétiques déchirant l'espace. Mais l'armada humaine était prête. Les boucliers se levèrent, les formations se séparèrent, et la contre-attaque commença. « Feu à volonté !» hurla Elias. Le Phénix cracha ses missiles. À ses côtés, l'ouragan de Maya déversa un déluge de plasma. Le titan de Cross fonça droit dans la ligne ennemie comme un bélier d'acier. L'espace devint un enfer de lumière et de mort. « Contact ennemi bâbord !» cria Noah. 3 vaisseaux Kazan fondaient sur eux. Elias ordonna une manœuvre d'évitement, mais c'était trop tard. Un rayon perfora le bouclier, déchirant la coque. « Dégâts au secteur 3 !» annonça Lina. « 10 morts !» Elias serra les dents. « Rousseau, occupez-vous des blessés. Noah, ramène-nous dans le combat !» Le Phénix plongea, roula sur lui-même et lança une salve de torpilles qui pulvérisa un vaisseau ennemi. Partout autour d'eux, c'était le chaos. Des vaisseaux explosaient dans des boules de feu silencieuses, des débris pleuvaient, des cris résonnaient sur les canaux de communication. Mais les humains tenaient bon. « La commandante Reyes rapporte 40 vaisseaux ennemis détruits », annonça Lina. « Capitaine Tanaka a une brèche dans sa coque, mais elle continue le combat. » « Webb,
Lina hésita. Le stratège a disparu des scanners. Le cœur d'Elias se serra. Disparu? Il est entré dans un champ d'astéroïdes pour échapper à des poursuivants, pas de signal depuis. Elias ferma les yeux un instant, puis il les rouvrit. Continue le scan, ne l'abandonne pas. La bataille fit rage pendant des heures. Les pertes s'accumulaient. 10 000 vaisseaux humains détruits, 15 000, 20 000. Mais les Kazan payaient aussi. Pour chaque vaisseau humain tombé, 3 vaisseaux ennemis explosaient. Et puis, soudain, le dévoreur bougea. Il glissa à travers l'espace, ses tentacules s'étendant, touchant les vaisseaux Kazan et les absorbant. Les navires ennemis se fondaient dans sa masse, renforçant son corps. « Il se nourrit de sa propre flotte !» cria Yuki depuis le Prométhée. « Toutes les unités, concentrez le feu sur le dévoreur !» ordonna Shen. 50 000 canons se tournèrent vers la créature. L'espace s'embrasa. Les rayons, les missiles, les torpilles plasma frappèrent le dévoreur. Sa peau organique grésillait, brûlait, se déchirait. Mais elle se régénérait, plus vite qu'il ne pouvait la détruire. « C'est impossible !» murmura Rousseau. « Il est trop puissant !» « Non !» Elias regarda l'écran avec intensité. « Il saigne, ça veut dire qu'on peut le tuer !» Sur le canal général, Shen cria « Unités Oméga, c'est à vous !» De derrière la flotte principale émergèrent 100 vaisseaux différents, plus petits, plus rapides, pilotés par des volontaires suicidaires. Elias comprit. Des vaisseaux bombes. Armés de charges antimatières, assez pour détruire une lune. Les 100 vaisseaux foncèrent vers le dévoreur. La créature tenta de les arrêter, ses tentacules fouettant l'espace. Presque la moitié furent détruits, mais 57 passèrent et s'écrasèrent contre la masse organique. 57 explosions simultanées, 57 soleils minuscules embrasant l'espace. Quand la lumière s'estompa, le dévoreur hurlait. Un cri psychique qui résonna dans l'esprit de chaque être conscient. Un cri de douleur, de rage, de peur. « On l'a blessé !» cria Noah. « Vraiment blessé !» Mais la victoire ne fut pas complète. Le dévoreur se contracta, puis explosa vers l'extérieur, ses tentacules s'étendant dans toutes les directions. Ils balayèrent des dizaines de vaisseaux comme des jouets. « Il est furieux !» murmura Maya. « Tant mieux ! La colère mène aux erreurs. » Chapitre 16. Le sacrifice. En 2948, bataille finale. Heure critique. La bataille atteignit son paroxysme. La moitié de la flotte humaine était détruite, mais plus des 3/4 des Kazan aussi. Le dévoreur, blessé, ralentissait. « Nous pouvons gagner », murmura Elias. « Nous pouvons vraiment gagner. » Puis, le titan explosa. « Non !» hurla Maya. Sur l'écran, le vaisseau forteresse de Cross se désintégrait, touché par 3 tentacules simultanément. Pas de survivant possible. Cross. Elias sentit les larmes monter. Espèce d'idiot stoïque. Mais avant que le titan ne disparaisse complètement, il fit quelque chose d'incroyable. Ses moteurs s'allumèrent à pleine puissance et il fonça droit dans le dévoreur. L'impact créa une explosion qui secoua l'espace lui-même. Le Prométhée rapporte que le dévoreur a perdu 35% de sa masse, cria Lina. Sur le canal de Yuki, on entendit « Cross, espace de héros magnifique, je vais finir ce que tu as commencé. »« Non, Yuki !» hurla Maya. Mais le Prométhée suivait déjà la trajectoire du titan, droit vers le cœur du dévoreur. Chapitre 16. Le sacrifice. En 2948, bataille finale. Heure critique. La bataille atteignit son paroxysme. La moitié de la flotte humaine était détruite, mais plus des 3/4 des Kazan aussi. Le dévoreur, blessé, ralentissait. « Nous pouvons gagner », murmura Elias. « Nous pouvons vraiment gagner. » Puis, le titan explosa. « Non !» hurla Maya. Sur l'écran, le vaisseau forteresse de Cross se désintégrait, touché par 3 tentacules simultanément. Pas de survivant possible. Cross. Elias sentit les larmes monter. Espèce d'idiot stoïque.
Mais avant que le Titan ne disparaisse complètement, il fit quelque chose d'incroyable. Ses moteurs s'allumèrent à pleine puissance, et il fonça droit dans le dévoreur. L'impact créa une explosion qui secoua l'espace lui-même. Le Prométhée rapporte que le dévoreur a perdu 35% de sa masse, cria Lina. Sur le canal de Yuki, on entendit « Cross, espace de héros magnifique, je vais finir ce que tu as commencé. »« Non, Yuki !» hurla Maya. Mais le Prométhée suivait déjà la trajectoire du Titan, droit vers le cœur du dévoreur. « Pour la science !» cria Yuki en riant, « et pour l'humanité !» Deuxième impact, deuxième explosion. Le dévoreur vacilla. Il recule. Noah ne pouvait y croire. Il essaye de fuir avec ce qu'il reste de lui. Sur le canal général, Chen ordonna « Toutes les unités, poursuite, ne le laissez pas s'échapper ». Mais à l'heure qu'il se lançait à la poursuite, un nouveau vaisseau apparut. Le Stratège. Webb était vivant. Et il n'était pas seul. Derrière lui émergèrent des centaines de vaisseaux, des vaisseaux aliens, pas Kazan, pas humains. « Webb au commandement », dit la voix calme du capitaine. « J'ai trouvé quelques amis. » Sur l'écran apparurent des créatures diverses, des êtres écailleux, des entités aviaires, des formes translucides. « Les peuples libérés », murmura Maya. « Il a rallié les civilisations que Chen avait libérées. »« Mieux que ça », corrigea Webb. « J'ai rallié toutes les civilisations, même celles encore sous le joug Kazan. Elles se sont rebellées. » L'espace se remplit soudain de milliers de nouveaux vaisseaux, une coalition galactique. « Ensemble, » dit Webb, « nous finissons ça. » L'attaque finale fut coordonnée. Humains, aliens libérés, même d'anciens serviteurs Kazan, tous convergèrent vers le dévoreur blessé, ou ce qu'il en restait. La créature tenta de se défendre, mais elle était trop affaiblie, trop isolée. « Maintenant !» cria Chen. « Frappe Oméga finale !» 100 000 vaisseaux ouvrirent le feu simultanément. L'espace lui-même sembla se déchirer. La lumière devint aveuglante, et le dévoreur hurla une dernière fois. Puis explosa. L'onde de choc balaya les flottes, détruisant encore quelques dizaines de vaisseaux. Mais quand elle s'étompa, le dévoreur avait disparu. Chapitre 17. Retrouvailles après la bataille du dévoreur. En 2948, après la bataille du dévoreur, zone de débris. Le silence qui suivit la destruction du dévoreur fut assourdissant. Elias était sur la passerelle du phénix endommagé, ses mains tremblantes encore agrippées aux accoudoirs de son fauteuil. Ils avaient gagné. Contre toute attente, ils avaient gagné. Mais à quel prix? Rapport des dégâts, dit-il d'une voix rauque. Coque endommagée à 40%, répondit Lina. Moteur subliminique à 60% de capacité. Bouclier hors service. Système d'armement. Elle hésita. Nous avons tiré notre dernière salve, capitaine. Nous sommes à sec. Et l'équipage? Le silence de Lina fut éloquent. 12 morts, finit-elle par dire, la voix brisée. 23 blessés graves. 12 personnes sous son commandement. Mortes. Elias ferma les yeux, luttant contre les nausées. « Capitaine, » dit Noah doucement, « message de l'ouragan. » Le cœur d'Elias bondit. Maya. Il n'avait eu aucune nouvelle depuis qu'elle avait plongé dans le cœur de la mêlée, son vaisseau de guerre ouvrant un chemin sanglant à travers les lignes Kazan. Mets-la en ligne. L'écran s'illumina. Mais ce ne fut pas le visage de Maya qui apparut. C'était son second, le lieutenant Chen, le visage couvert de suie et de sang. « Capitaine Verne !» La gorge d'Elias se serra. « Où est la commandante Reyes ?»« Elle est en vie. » Chen sembla choisir ses mots avec soin. « Mais l'ouragan a subi des dégâts catastrophiques. Nous avons perdu les 2/3 de l'équipage. Et la commandante... » « Quoi ?» La voix d'Elias était presque de panique. « Qu'est-ce qui lui arrivait ?»« Elle est blessée. Sérieusement. Une explosion sur la passerelle. Elle est inconsciente. Nous l'emmenons à l'infirmerie, mais... »
Le reste des mots se perdit dans un bourdonnement dans les oreilles d'Elias. Maya. Blessée. Inconsciente. Quelle est votre position? Il était déjà debout. Secteur 7 Delta. Mais capitaine, l'ouragan ne peut pas manœuvrer. Nos moteurs sont détruits. Nous venons vous chercher. Elias se tourna vers Noah. Cap sur l'ouragan, vitesse maximale. Ellie, nos moteurs, je m'en fous. Il hurla, puis se reprit. S'il te plaît, Noah. Noah hocha la tête, comprenant. On y va. 30 minutes plus tard, baie médicale de l'ouragan. Quand Elias posa le pied sur l'ouragan, son cœur se brisa. Le vaisseau de guerre autrefois majestueux était ravagé. Des sections entières étaient éventrées. Des corps flottaient dans les couloirs dépressurisés. L'odeur de chair brûlée et de métal fondu imprégnait l'air. Il courut vers l'infirmerie, son cœur battant à tout rompre. Il est là, allongé sur une table médicale, entouré de moniteurs et de machines qui bipaient frénétiquement. Son uniforme était déchiré, taché de sang. Son visage était pâle, trop pâle, avec une longue étale sur la tempe. Maya. Le mot sortit comme un sanglot. Le docteur Rousseau, qui avait été transporté d'urgence du Phénix, leva les yeux. Elias. Elle est stable. Mais quoi? Elle a subi un traumatisme crânien sévère, des côtes cassées, des brûlures au 2e degré sur le bras gauche. Rousseau posa une main sur son épaule. Elle va survivre, mais elle aura besoin de temps. Je peux la toucher? Oui, mais doucement. Elias s'approcha, prenant la main de Maya dans sa sienne. Elle était froide, si froide. Maya, murmura-t-il, je suis là. S'il te plaît, reviens à moi. Pas de réponse, juste le bip régulier des machines. Combien de temps avant qu'elle se réveille? Impossible à dire. Rousseau vérifiait les moniteurs. Son corps a subi un choc énorme. Il pourrait lui falloir des heures, des jours. Des jours? Elias sentit ses jambes se dérober. Je ne peux pas. Tu resteras avec elle. Rousseau lui apporta une chaise. Aussi longtemps qu'il faudra. 18 heures plus tard. Elias n'avait pas quitté son chevet. Il tenait sa main, lui parlait, la suppliant de revenir. « Tu ne peux pas me faire ça, » murmura-t-il, sa voix rauque d'avoir trop parlé. « Nous avons gagné, Maya. Nous avons battu le dévoreur. Tu devrais être là à célébrer avec moi, pas comme ça. » Il porta sa main à ses lèvres, l'aimeçant doucement. « Je t'ai dit que je voulais une maison, avec un jardin et une vue sur l'océan. » Une larme roula sur sa joue. « Tu as dit oui, tu as promis. Alors tu ne peux pas partir maintenant. » Toujours rien. « S'il te plaît. » Il posa son front contre leurs mains jointes. « S'il te plaît, Maya, je t'aime. Je t'aime tellement. Ne me laisse pas. » Un faible gémissement. Elias leva brusquement la tête. « Maya ?» Ses paupières frémirent, puis lentement, elles ouvrirent leur yeux, révélant ses yeux noirs qu'il aimait tant. Elias... Je suis là. Il caressa son visage avec une tendresse infinie. Je suis là, mon amour. Nous avons gagné? Oui, il rit à travers ses larmes. Nous avons gagné, grâce à toi. Tu as été incroyable. J'ai mal partout. Je sais, mais tu vas guérir. Rousseau dit que tu vas guérir. Maya ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. J'ai cru que j'allais mourir. Moi aussi, sa voix se brisa. Quand Shen m'a dit que tu étais blessé, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Désolé de t'avoir fait peur. Ne t'excuse jamais. Il l'embrassa doucement sur le front. Tu es une héroïne. Tu as sauvé des milliers de vies. Je voulais juste te revoir. Une larme roula sur sa joue. C'était ma seule pensée, te revoir.
Elias essuya sa larme. Et je voilà. Et je ne vais nulle part. Promis? Promis. Il posa sa tête contre la sienne, délicatement pour ne pas lui faire mal. Toi et moi, toujours. Toujours. Elle se rendormit, mais cette fois son sommeil était paisible. Et Elias resta là, tenant sa main, veillant sur elle comme un ange gardien. Chapitre 18. La nuit de noces. En 2948, 6 mois après la bataille, côte méditerranéenne, terre. Le mariage fut simple, une petite cérémonie sur une plage de la Méditerranée reconstituée, avec seulement leurs amis les plus proches. Noah comme témoin d'Elias, Lina comme témoin de Maya. L'amiral Chen officia. Maya portait une robe blanche simple, fluide, qui ondulait dans la brise marine. Ses cheveux étaient détachés, ornés de fleurs blanches. Elle était à couper le souffle. Elias portait un costume noir, sans cravate, les pieds nus dans le sable. « Elias Verne, dit Chen, acceptes-tu de prendre Maya Reyes pour épouse, de l'aimer, de la chérir, dans la joie comme dans la peine, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« J'accepte. » La voix d'Elias était ferme, ses yeux rivés sur Maya. « Maya Reyes, acceptes-tu de prendre Elias Verne pour époux, de l'aimer, de le chérir, dans la joie comme dans la peine, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« J'accepte. » Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par la coalition terrienne, je vous déclare mari et femme. » Chen sourit. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Elias n'attendit pas une seconde de plus. Il attira Maya dans ses bras et l'embrassa. Un baiser profond, passionné, qui promettait toute une vie de moments comme celui-ci. Leurs amis applaudirent, des pétales de fleurs tombèrent autour d'eux, et quelque part, l'océan chantait. Plus tard ce soir-là, leur maison. La maison qu'ils avaient construite, littéralement construite de leurs propres mains avec l'aide d'amis, se dressait sur une falaise surplombant la Méditerranée, simple, belle, leur. Elias porta Maya à travers le seuil, tradition ancienne qu'ils avaient décidé d'honorer. « Bienvenue à la maison, Madame Verne, » murmura-t-il. « Madame Verne, » sourit Maya, « j'aime comment ça sonne. » Il la déposa doucement, et ils se tinrent dans le salon, se regardant simplement. « Alors, » dit Maya, sa voix soudaine timide, « nuit voilà. » « Nerveuse ? » ?»« Un peu, » elle rit. « C'est stupide, non ? Nous avons déjà... » « Mais c'est différent maintenant. » Elias s'approcha, prenant ses mains. « Nous sommes mariés, c'est notre nuit de noces, c'est spécial. » « Oui. » Elle leva les yeux vers lui. Il guida Maya vers leur chambre. La pièce était simple mais belle, avec un grand lit face à une baie vitrée donnant sur l'océan. La lune pleine illuminait l'eau d'une lueur argentée. « C'est magnifique, » murmura Maya. « Pas autant que toi. » Elias prit Maya dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Il la déposa doucement sur les draps blancs, son corps magnifique baigné par la lumière de la lune. Il commença par l'embrasser lentement, profondément, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ses mains exploraient son corps avec révérence, redécouvrant chaque courbe, chaque creux. Maya gémit doucement, ses propres mains traçant les muscles de son dos, ses épaules, sa nuque. « Je t'aime », murmura Elias contre sa peau, embrassant son cou, sa clavicule, descendant lentement. « Je t'aime aussi », ses doigts s'enfouissaient dans ses cheveux. « Je t'aime, Elias Verne. Pour toujours. » Ils bougèrent ensemble dans une danse aussi ancienne que le temps, mais qui semblait nouvelle, fraîche, parfaite. Chaque mouvement était une promesse, chaque baiser un serme. Elias s'effondra à côté d'elle, l'attirant immédiatement dans ses bras. Ils restèrent là, haletants, tremblants, complètement comblés. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le bruit des vagues contre les rochers en dessous. « Elias ? Merci. » Il leva la tête, surpris. « Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir attendu. 6 mois, c'était long, et tu aurais pu... Mais tu as attendu, jusqu'à ce que ce soit parfait. » Ça valait la peine d'attendre. Il embrassa ses cheveux. « Tu valais la peine d'attendre. Je t'aime tellement. » Elle leva son visage vers lui, plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. « Je t'aime aussi. » Il l'embrassa tendrement. « Ma femme, mon amour, ma vie. Ton tout, mon tout. »
Ils s'embrassèrent à nouveau, et cette fois le baiser s'approfondit, s'intensifia. Les mains recommencèrent à explorer, les corps à s'éveiller. « Encore » murmura Maya contre ses lips. « Nous avons toute la nuit. » Au daube, les premiers rayons du soleil filtraient à travers la baie vitrée, peignant la chambre de teintes dorées et roses. Elias et Maya étaient allongés enlacés, épuisés, comblés, parfaitement heureux. Les draps étaient en désordre autour d'eux, témoins silencieux de leur nuit d'amour. « Bonjour, mon mari » murmura Maya, ses doigts traçant paresseusement sa mâchoire. « Bonjour, ma femme » il sourit. « Bien dormi ?»« Nous n'avons presque pas dormi. »« Je sais » il rit. « Mais tu as des regrets ?»« Aucun. » Elle l'embrassa. « C'était la plus belle nuit de ma vie. » La première de nombreuses. Il caressa ses cheveux. « Nous avons toute une vie devant nous. » Une vie ensemble, dans notre maison, avec vue sur l'océan. Exactement comme promis. Ils regardèrent le soleil se lever ensemble, deux âmes qui avaient traversé l'enfer pour trouver le paradis dans les bras de l'un de l'autre. « Elias, oui mon amour, je pense que je veux des enfants. Un jour, pas tout de suite, mais un jour. » Elias sentit son cœur se gonfler. « Des enfants ? » Oui, elle se tourna pour le regarder. « 2 ou 3, avec tes yeux et mon obstination. » Ou tes yeux et mon obstination, il rit. « Les pauvres. » Ils seront parfaits. Elle posa sa main sur son cœur. Comme nous. Alors oui, il couvrit sa main de la sienne. Des enfants, une famille, tout. Tout. Elle se blottit contre lui. Nous avons tout. Et c'était vrai. Ils avaient survécu à l'impossible, vaincu un dieu, sauvé la galaxie. Mais leur plus grande victoire était là, dans ce lit, dans cette maison, dans les bras de l'un de l'autre. L'amour. Simple, pur, éternel. Je t'aime, Maya. Je t'aime, Elias. Pour toujours. Pour toujours. Et alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, sur un nouveau monde, sur une nouvelle vie, ils s'embrassèrent et tout était parfait. Épilogue final. Année 2998, 50 ans plus tard. Maya Verne se tenait devant sa classe, une vieille femme de 75 ans aux cheveux argentés. Mais ses yeux conservaient toujours cette étincelle de feu. « Et c'est ainsi que votre grand-père et moi avons sauvé la galaxie, » conclut-elle. Un petit garçon leva la main. « Grand-mère, grand-père dit que c'est toi qui as sauvé la galaxie. Lui, il dit qu'il était juste là pour te regarder être génial. » Maya rit, les larmes aux yeux. C'était tellement Elias. « Votre grand-père est trop modeste. » Elle regarda par la fenêtre, vers la maison sur la falaise. Elias était là-bas, dans leur jardin, jouant avec leurs arrière-petits-enfants. Il avait 78 ans maintenant. Ses cheveux étaient blancs. Ses mains tremblaient parfois. Mais quand il la regardait, c'était toujours le même regard, celui du jeune capitaine qui était tombé amoureux d'une commandante têtue il y a 50 ans. « Classe terminée, dit-elle. Allez jouer. » Les enfants s'éparpillèrent, leur rire résonnant dans les couloirs. Maya retourna à la maison, son cœur léger. Elle trouva Elias sur la terrasse, regardant l'océan. « Tu leur as encore raconté l'histoire » demanda-t-il sans se retourner. « Ils adorent l'histoire, et moi aussi. » Elle s'assit à côté de lui, prenant sa main. « 50 ans, murmura Elias. 50 ans que je t'ai épousé. Les 50 les plus belles années de ma vie. Même avec les 3 enfants turbulents ? Surtout avec les 3 enfants turbulents. » Elle rit. « Et les 7 petits-enfants. Et maintenant les 4 arrière-petits-enfants. Nous avons créé une dynastie, embrassa-t-il sa main. Une famille, un héritage. Nous avons créé l'amour. » Maya posa sa tête sur son épaule. C'est tout ce qui compte. Ils restèrent là, regardant le soleil se coucher sur l'océan, exactement comme ils l'avaient fait des milliers de fois au cours de leur vie ensemble. Maya, oui mon amour ? Si je pouvais revivre ma vie, je ne changerais rien. Sa voix tremblait d'émotion. Chaque moment avec toi a été un cadeau. Moi non plus. Elle serra sa main. Pas une seule seconde. Je t'aime aussi. Pour toujours. Pour toujours. Et alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de couleurs impossibles, 2 âmes qui avaient défié le destin, vaincu l'impossible et trouvé l'amour au milieu du chaos,
restèrent simplement assises, main dans la main, cœur contre cœur, pour toujours. Note de l'auteur. L'histoire d'Élias et de Maïa nous rappelle que même au milieu de la guerre, du chaos et de l'apocalypse, l'amour trouve toujours un chemin. Leur relation, passionnée, intense, parfois tumultueuse mais toujours vraie, était leur ancre dans la tempête. Ils ont sauvé la galaxie, mais surtout, ils se sont sauvés l'un l'autre. Et c'est la plus belle victoire de toutes. Fin de l'histoire.